Salam alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous sommes lundi 22 avril 2024, exactement 22h13 temps universel, heure locale ici à Bamako. Nous allons parler, évidemment, nous allons toucher l'actualité politique de notre espace, commun à nous tous. Au niveau de l'AES, ce rapprochement entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré, en réalité, beaucoup sont passés à côté. Je vais revenir encore sur les temps forts de ce demande de pardon et d'aide. La Côte d'Ivoire veut être aidée. C'est pourquoi, très souvent, quand vous regardez sur les antennes de certaines télévisions en Côte d'Ivoire, pas la télévision d'État, mais certaines télévisions, vous voyez des petits plaisantins, surtout un certain Arthur, qui a du mal à se brosser correctement la gueule puante. Quand vous les entendez, il y a un autre qui ressemble, c'est un Daouda. Quand tu le vois, on dirait Gori, un boubou. Il ressemble, le Gori qui était derrière moi ici, là, ce Daouda ressemble à ce Gori. Alors vous les voyez sur cette chaîne de télévision insulter, dénigrer nos chefs d'État. Bon ben, il faut laisser les enfants s'amuser. Il faut laisser les enfants s'amuser. La réalité, nous la connaissons. Alors, lorsque Télé Brahima se déplace au Burkina Faso, à la demande de son frère ou de son père, c'est Dieu seul qui connaît la vérité, il y a de raisons que nous puissions regarder de près ce qui n'a pas été dit. Mais quand vous écoutez les propos des deux délégations, alors vous comprenez tout de suite. Dieu merci, le ministre d'État et le ministre de la Défense de Burkina Faso, il a levé, si je peux, je dirais pas de l'ombre, mais il a clarifié en disant à la demande des autorités ivoiriennes. Donc, en réalité, ce n'est pas la demande de Burkina Faso. Mais il y a des à côté qui vous ont échappé. Il y a des à côté qui vous ont échappé. Je vais essayer, j'espère que je pourrai le faire. J'ai ma petite tablette. Oh là là, j'ai laissé l'autre dans la chambre. L'autre dans la chambre. C'est pas grave, on va faire avec. Vous allez voir le dispositif sécuritaire que le Burkina avait mis en place. Les tireurs d'élite qui étaient postés. Et ces tireurs d'élite-là, beaucoup n'ont pas vu dedans. Mais quand il s'agit de décortiquer réellement pourquoi cette rencontre, je vais vous emmener dans les profondeurs. Je vais vous emmener au palais présidentiel ivoirien. Je vais vous amener à comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire demande pardon au Burkina Faso et veut que les pays de l'AES viennent au secours de la Côte d'Ivoire. Ah, Keïta, toi aussi, tu demandais depuis quand on a dit ça. Si tu t'assois et puis tu écoutes avec intelligence et sagesse, avec humilité, si tu viens apprendre, alors tu sauras. Mais si tu viens, tu crois que tu connais, tu ne sauras rien, tu perds ton temps, ici c'est pas ta place. Si tu es venu pour comprendre et que tu as entendu parler de Keïta, celui qui décortique la géopolitique sans complaisance, sans hypocrisie, sans aucune forme de diplomatie, alors tu es le bienvenu. Mais si tu es venu, tu crois que tu connais et tu veux confondre Keïta, il faut t'asseoir parce que ton humiliation est assise juste à côté de toi. Si tu es venu croyant que tu peux humilier Keïta pendant ce direct, ton voisin, l'humiliation est assise directement à côté de toi. Parce que dès que je finis,
tu seras confus et humilié. Tu n'auras rien à dire que de dire c'est pas vrai. Cet homme-là, vraiment, Dieu l'a établi. Il maîtrise son travail. Alors, je vais vous expliquer. Mais avant de le faire, quand même, on ne va pas. Il y a une tradition ici. On a une tradition. Hein? Ça, c'est le cri de guerre, ça. On écoute. Ça, c'est le cri de guerre de Keïta. Elle dit, Nyongomacha en langue bambara, il n'y a pas beaucoup comme toi, Keïta. C'est ce que ça signifie. Il n'y a pas beaucoup de Keïta et il n'y a même pas beaucoup comme toi. On va continuer. Merci à Awa, cette ravissante dame à la voix suave. Elle s'est lancé le cri de guerre. Alors, pour que vous compreniez bien, mais avant de commencer avec la Côte d'Ivoire qui est venue demander pardon au Burkina Faso, nous, on sait pourquoi la Côte d'Ivoire est venue. Mais très souvent, vous connaissez, Keïta, souvent, il laisse le temps à ses jeunes frères, à plein d'autres, de développer ce dont il est question. Mais quand il voit que l'essence ou la quintessence même de la chose n'a pas été développée en ce moment, la Keïta sort et puis il apporte son petit cube magique. Hein? Voilà. Alors, asseyez-vous dans vos fauteuils dorés. Nous allons partir. Sans oublier nos remerciements au mouvement Ambiko de Fatmata Batulinian. Toujours à la pointe et toujours au secours des autres. Merci infiniment à cette grande dame qui ne cesse d'aider ceux qu'elle doit aider, soutenir ceux qu'elle doit soutenir. Merci au mouvement Ambiko. On viendra avant la fin de notre émission. On va revenir encore pour saluer Fatmata Batulinian pour le travail extraordinaire qu'elle fait au Mali. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi en Côte d'Ivoire il y a cette fébrilité, cette agitation? Nous, on doit se poser la question. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, je vous en prie. Ousmane Sonko, le premier ministre actuel du Sénégal, quand il était encore opposant et député à l'Assemblée nationale du Sénégal, il a dit, Macky Sall nourrit une ambiguïté dans l'esprit des Sénégalais. Il fait croire que le Sénégal est à la porte des terroristes, ou du moins les terroristes sont à la porte du Sénégal. Il prépare les Sénégalais à une éventualité d'une guerre pour se maintenir au pouvoir. Vrai ou faux, Ousmane Sonko, vous savez, il ne ment pas. Même si c'est un être humain, reconnaissons quand même que le monsieur, il est bon dans ce qu'il fait. Il aime son pays, il soutient son pays. Mais, en Côte d'Ivoire, lorsque le Niger a demandé, partagez, je vous en prie, il faut que, au terme, quand on finit ce direct, au moins il y a 10 000 personnes qui ont déjà reçu. Donc, partagez au maximum. Ce qu'on n'a pas dit aux Ivoiriens,
ce que les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas dit, parce qu'ils sont trop préoccupés en ce moment par rapport à cette histoire du PPACI. Et il y a une situation que Ouattara lui-même, il ne prend pas à la légère. Il y a une situation, parce qu'il y a un cocktail de situation, une patate chaude entre les mains de Ouattara. La présence de Kimafouré sur Guillaume. Et puis, les Américains. Oh. Si vous êtes pressé, vous allez tout rater. Keïta a sa façon à lui d'apporter un peu de cumin-magie chaque fois qu'il parle. Un peu de sauce tomate, un peu de cumin-magie, un peu de djegawala, un peu de soumara, un peu de tout, un peu de sel. Alors, n'oubliez pas, après on va revenir aussi sur notre produit phare, le Damsa, le 12, le 14, le 12S et puis le Damsa de dos. On va décortiquer aussi. Alors, tous ceux qui ont passé leur commande, je crois, tout récemment pendant le week-end, toutes les livraisons ont été faites aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir des SMS pour ceux qui ont déjà passé les commandes de nos produits Damsa. Parce qu'un esprit sain dans un corps sain. Hein? Alors, le Niger se lève et le Niger dit, nous ne voulons plus voir les Américains chez nous. Alors, posez-vous la question. Vous épousez une femme ou la femme épouse un homme. C'est la même chose. Et puis, vous vous rendez compte que c'est la femme qui vous exploite et la femme remarque que c'est l'homme qui l'exploite. Dans cette union sacrée, il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire le respect réciproque, c'est-à-dire l'amour réciproque, le soutien réciproque. Mais il y a un qui utilise l'autre dans la relation. À un moment donné, à moins que vous soyez, comment vous appelez ça, un masochiste, à un moment donné, la souffrance, l'endurance, vous vous dites, attendez, moi je vais où à cette relation? Je ne comprends pas. Pourquoi dans cette relation, je suis le seul qui perd? Je n'ai droit à aucune information, je n'ai droit à quoi que ce soit, rien, et tout m'échappe, je ne contrôle rien, je ne comprends rien. Alors, si vous restez dans une telle relation, c'est que vous êtes un masochiste, vous êtes un maso. Mais alors, si vous voulez comprendre, vous mettez carte sur table, ou on discute, ou on se sépare. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. C'est ce que le Niger a fait. Les Américains, le Congrès américain contrôle tout. Écoutez très bien, hein, parce que quand c'est Keïta, lui, il amène toujours à un niveau beaucoup plus élevé. Je vous en prie, écoutez et partagez. Ne soyez pas distraits. Si vous causez, arrêtez la causerie et puis écoutez. Ou du moins, vous allez enregistrer puis après écouter. Alors, le Congrès américain contrôle les actions du gouvernement. Quand je dis le Congrès, il s'agit du Sénat et des représentants de la Chambre. Les deux chambres réunies forment le Congrès. Donc, le Congrès regarde et contrôle l'action du gouvernement. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, rien ne peut se faire dans le pays de l'oncle Sam, des pervers et des ratés, sans que le Congrès ne soit saisi, informé. Alors, si vous prenez une décision à l'insu du Congrès, ils vont vous faire payer d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Alors, au Niger, ce même pays qui dit que la démocratie, le droit, la constitution, le respect, ce même pays qui se bat pour que ces choses-là soient appliquées à l'intérieur de son espace territorial, de son espace constitutionnel, c'est-à-dire les États-Unis, ce même pays se livre à la perversion et à la perfidie politique et morale quand il s'agit des pays africains. Les Américains étaient au Sahel et ils violaient nos espaces jour et nuit, le Burkina et le Mali, à la recherche d'informations selon eux pour anticiper des actions éventuelles terroristes sur leur territoire. Donc c'est chez nous ici qu'ils viennent prendre les informations et faire remonter les informations, soit au niveau du FBI, au niveau de la NSA, au niveau de la CIA et au niveau, si possible, de la Maison Blanche pour dire attention, on a intercepté des communications, voilà ça, voilà ça. Donc c'est chez nous. Donc en réalité,
ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Alors, ils étaient au Niger et ils ne partageaient pas du tout les informations qu'ils avaient à travers leurs espionnages dans le Sahel. C'est pas seulement le Niger. Lorsque le Mali est arrivé à Anéfis, les Fama, à Anéfis, on a vu qu'il y avait des mercenaires américains qui ont fui. Ils ont fui, ils ont laissé des documents, et on a pu reconstituer leur présence au Mali. Donc, les États-Unis avaient infiltré le nord du Mali avec une compagnie de mercenaires américains. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi les États-Unis utilisent les mercenaires en lieu et place de l'armée des États-Unis. Quand les Américains veulent violer les lois, quand les Américains veulent commettre des actes, quand les Américains veulent faire quelque chose, et ils ne voudraient pas se justifier devant le Congrès ou le Sénat, les Américains décident alors d'utiliser les mercenaires. Les mercenaires arrêtés, si on vous arrête, vous n'avez aucune relation avec nous. Si on vous arrête, on est... Donc, si vous arrêtez un mercenaire américain, le Congrès ne va jamais demander au Pentagone pourquoi vous avez envoyé des Américains. Aujourd'hui, en Ukraine, la Russie tue des mercenaires américains, français, enfin, de l'OTAN. Tous les jours que Dieu fait, la Russie les tue. Est-ce que vous avez vu, on dit on va envoyer la Russie devant la justice pour avoir tué des soldats américains? Non, ce ne sont pas des soldats américains, mais des mercenaires en Ukraine. C'est eux-là que la Russie bombarde tous les jours. Tous les mercenaires occidentaux sont des cibles privilégiées par rapport aux militaires ukrainiens eux-mêmes. Poutine a dit désormais que les mercenaires deviennent la cible prioritaire de l'armée russe. Merci à Vladimir Poutine. Alors, donc, quand les Américains n'ont pas envie de se justifier devant le Congrès, mais ils veulent avoir des résultats, alors ils utilisent des mercenaires. C'est la raison pour laquelle les mercenaires étaient au Mali. Les mercenaires américains. Parce que le Congrès n'a pas envie de poser des questions, ou du moins le Pentagone n'a pas envie de répondre à des questions que comment on appelle ça, le Pentagone n'a pas envie de répondre aux questions perturbantes et gênantes du Congrès. Donc, ils utilisent les mercenaires. Alors, au niveau du Niger, ils étaient là, ils ont dépensé à peu près 200 millions de dollars pour construire leur base de drones au Niger. Dans la construction de cette base, c'est le Niger qui perdait à tous les niveaux. Écoutez très bien, on n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, parce que moi, je ne suis pas celui qui tombe comme ça sur les choses et puis parle. Non, non, non. Keïta vient étape par étape pour permettre à tout le monde de très bien comprendre. Donc, Keïta n'est pas du genre, comme on dit Côte d'Ivoire, boum, Côte d'Ivoire, boum. Alors, ceux qui sont à la recherche des sensations, ici, c'est pas votre place. Si vous êtes venu à la recherche des sensations, déconnectez-vous. C'est pas votre place. Ici, c'est la pédagogie. Ici, c'est la compréhension à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, Keïta ne vient pas, c'est pas... Donc, ceux qui sont émotions, sensations, là, je vous en prie, allez-y, c'est pas votre place ici. Même si c'est une personne qui reste, Keïta fera son direct jusqu'à la fin. Telle est la volonté de Dieu. Alors, on continue. Alors, au Niger, les Américains installent une base de drones à des centaines de millions de dollars. Mais en réalité, cette base de drones n'a respecté aucun principe constitutionnel ou encore aucun principe de droit en ce qui concerne le Niger. Les informations ont été données par les autorités du Niger aujourd'hui. Et c'est clair, ils ont dit quoi? Quand ils ont regardé de près dans cette histoire de la présence américaine au Niger, ils se sont rendus compte qu'il n'y a même pas une base légale qui justifie la présence des Américains. Et puis, c'est le Niger qui paye en cas de situation.
Si les Américains, même par erreur, tuent des civils nigériens ou des militaires nigériens, ça n'ira nulle part. La question n'est pas que nous ne voulons pas de présence militaire. Nous avons des Russes qui sont là. On a des Turcs qui sont là, qui sont en train d'aider le Burkina, le Mali à piloter leurs drones. On a envoyé on envoie nos éléments là-bas pour faire la formation. Il y a certains aussi qui sont venus ici pour continuer la formation. C'est ce genre de relation que nous voulons. Mais au Niger et au Mali, Burkina, je prends seulement ces 3 pays, vous avez vu la présence française et toutes ces nations européennes, supposément venues nous aider, on a vu comment c'était. Alors, au Niger, on se rend compte qu'au contraire, d'après les papiers en tout cas, dont moi j'ai eu écho, c'est le Niger qui payait l'argent aux États-Unis. Au lieu que les États-Unis louent l'espace sur lequel ils sont en train d'opérer leurs drones pour rechercher des informations pour protéger les citoyens américains. Mais c'est le Niger qui était perdant. Alors, au regard du dysfonctionnement légal, juridique, ils ont demandé le départ. Et peut-être que les Américains seraient restés si les Américains n'avaient pas été aussi mal élevés, mal impolis, mal ignorés, des merdes. Ils ont cru qu'ils pouvaient imposer quelque chose parce que c'est les États-Unis, les dieux sur terre, ils peuvent imposer. Alors, vous êtes les dieux sur terre, voilà les petits anges, et vous regardez pour dire merde. Depuis quand un ange peut dire merde à son Dieu? Alors, si on dit merde, c'est que vous n'êtes pas notre Dieu. Alors, le Niger dit merde, on ne veut plus vous voir, foutez le camp, parce que là, ça n'est de trop. Ils viennent au Niger sans informer, sans expliquer pourquoi ils viennent, et puis arriver, ils veulent absolument rencontrer le président, en violant tous les principes protocolaires. Donc, ça veut dire que le Niger ne représente rien, alors que c'est à partir du Niger que vous arrivez à sécuriser votre pays. Vous voyez comment c'est grave, comment c'est décevant. Il a fallu un président idiot comme Bazoum pour permettre cela. Dieu merci, merci au général Tiani pour rectifier la bêtise de Bazoum. Ce n'est pas tout. Maintenant qu'on leur a demandé de partir, et ce n'est pas tout parce que le Congrès américain et le Sénat n'acceptent jamais que des militaires américains opèrent sur un territoire où il y a eu coup d'État. Ça, c'est le Sénat. Ils ne veulent pas ça. Mais entre-temps, le Sénat se rend compte que, attention, le Niger, là, si nos éléments vont, c'est pas bon pour nous parce que là-bas, ils contrôlent, ils arrivent à contrôler et recueillir des mouvements. C'est grâce à eux qu'on arrive à démanteler et à anticiper les actions terroristes. Alors, si on part du Niger, c'est pas bon. Donc, ils essaient de fermer leurs yeux et puis maintenir leur base. Alors, vous voyez un peu les Américains, comment ils sont. Ce n'est pas tout, j'ai pas fini. Alors, ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle c'est devenu compliqué. Mais ce n'est pas tout. Le Niger décide de faire revenir, enfin, pas revenir, le Niger décide de faire entrer la Russie dans le jeu. La Russie entre dans le jeu. Les Américains, je vous ai dit, si vous voulez chasser les Américains, ne vous fatiguez pas. Ne vous emmerdez pas. Signez des accords avec la Russie et demandez à la Russie de vous fournir le matériel qu'il faut et que les Russes viennent pour la formation. Les Américains ne voulaient pas partir. C'est quand le système de défense anti-aérien du Niger est arrivé, les Américains ont dit qu'ils s'en vont. Est-ce que Keïta se trompe? J'ai toujours dit, ne faites pas parler avec les Américains. Appelez la Russie, ils vont partir. À la date d'aujourd'hui, personne n'a pu pirater le système de communication du Kremlin. Mais les petits hackers russes, ils ont lancé un défi. Ils ont dit, ils vont paralyser la France. Vous êtes au courant. Ils ont paralysé le gouvernement français pendant près de 24 heures. Les hackers russes, ils ont fait ça. Ils ont dit encore qu'ils vont attaquer pendant les Jeux olympiques. Mais personne, curieusement, eux, ce sont les superpuissants avec les technologies, blabla. Mais ils n'arrivent pas pourtant à percer ni
la communication chinoise, encore moins la communication russe. Donc, ils ont peur que la Russie, avec le matériel fourni au Niger, ne puisse intercepter la communication. Et si tel est le cas, c'est foutu pour eux. Donc, automatiquement, ils disent qu'il faut partir du Niger. Mais entre-temps, maintenant, vous allez comprendre la logique de Keïta. Entre-temps, ils ont pris le temps de discuter avec Alassane Ouattara. Alors, moi, Cheikh Oumar Keïta, faites monter le mercure. J'ai envie de me lever et puis danser. J'ai envie de me lever et puis danser. On va écouter ça d'abord. Parce que... Écoutez ça d'abord. Parce que... Vous savez pas pourquoi j'ai joué ça, non? Écoutez. Et elle dit, il n'y en a pas beaucoup de Cheikh Oumar Keïta. Il y en a très peu. Seuls les enfants bénis et dont la parole qui sort ne sort pas gratuitement. Quand elle sort, elle produit un effet. Je vous ai dit que le 4e mandat d'Alassane Ouattara est déjà un acquis. Et c'est maintenant que mon petit frère Chris Yapé dit qu'il va faire enquête. Parce que quand Ouattara, tout récemment, il était à Paris, Macron lui a dit, tu as le feu vert. Pour quelle raison? Je l'ai dit, ça vaut 2 ou 3 semaines que j'avais parlé de ça. Je vous en prie. Si je mens, dites-moi que je mens. J'ai dit l'arrivée au Sénégal de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, Alassane Ouattara vient de gagner son 4e mandat. J'ai dit ça, je vous en prie, si Keïta était menteur, que quelqu'un écrive. Mais s'il se trompe pour dire de mentir sur moi, c'est la dernière chose qu'il aura écrite. Parce que Dieu va le détruire jusqu'à la 5e génération. Car je parle au nom de Dieu. C'est pourquoi je dis, si vous cherchez la sensation, c'est pas votre place. La vérité, vous allez la voir. Tu sauras la vérité et elle va t'affranchir. J'ai dit qu'Alassane Ouattara cherchait un 4e mandat. Mais pour avoir son 4e mandat, Ouattara, il y avait complication. Macron ne voulait pas. Mais l'arrivée de Ousmane Sonko et de son frère, Diomaye Faye, j'ai dit, voilà, le 4e mandat de Ouattara. Si je ne l'ai pas dit, j'attends quelqu'un pour prouver que je ne l'ai pas dit. Et c'est maintenant que Chris Yapé découvre ça. Je vous ai toujours dit que Chris Yapé, c'est mon petit. Souvent, je dis Chris Yapé, j'étais mis en mission. Il y a l'enquête de Chris Yapé. Allez-y écouter l'enquête de Chris Yapé. Il a sorti une enquête, il y a eu 2 ou 3 enquêtes. Il y a une de ces enquêtes-là où il a dit que Macron a accordé à Alassane Ouattara, s'il veut faire un 4e mandat, Macron lui a dit qu'il peut faire un 4e mandat. Chris Yapé dit il va sortir une enquête là-dessus. Mais moi, j'avais déjà terminé avec ça. C'est pourquoi, quand vous écoutez ça, vous restez tranquille. Nous, on termine avec ça, parce que je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je n'ai pas de document que quelqu'un me donne. Si quelqu'un dit qu'il donne un document à Keïta, dites-lui, mon ami, je t'aime bien, je te respecte, mais tu mens. Comme dit Laurent Gbagbo, il ment. Dites-lui, tu mens. Dites à la personne, tu mens. Personne ne donne document à Keïta, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met ici et puis la bouche de Keïta sort. Alassane Ouattara veut son 4e mandat. Maintenant, on rentre dans les jeux sérieux, dans les choses sérieuses. Il a déjà la certitude d'avoir son 4e mandat. Il a la bénédiction de Macron. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc, c'est pas la même chose. Je ne dis pas que c'est un acquis. Je ne dis pas qu'il va gagner. Je ne dis pas que ce sera facile. Je dis qu'il va les négocier et Macron sera d'accord avec lui. Mais avec qu'il va gagner, c'est pas la même chose. Avec Dieu lui va lui donner, c'est pas la même chose. Ça fait 2 choses différentes. Et j'ai écouté ma petite sœur qui m'a fait froid au dos, la jeune dame, la guette. J'avais annoncé quelque chose sur Amadou Gon Coulibaly. Il y a des années, je lui ai dit que j'ai dit à Amadou Gon Coulibaly de son vivant qu'il vient d'offenser Dieu. Et je lui demande de demander pardon à Dieu. Sinon, non seulement il ne verra pas les élections, mais s'il meurt, il aura de sérieux problèmes avec Dieu. Hier, j'ai écouté
un de ses directs, elle dit que, d'après l'information qu'on lui a donnée, parce qu'elle n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui lui a dit, que la tombe de Gon Coulibaly a pris feu quelques jours après son enterrement. J'ai dit, subhanallah. Elle dit, elle a la preuve. Je ne sais pas, je ne peux pas, la véracité de ce qu'elle a dit, franchement, à lui donner, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, alors là, que sa maman se rappelle de ce que je lui ai dit, que ses époux se rappellent de ce que je leur ai dit, que Ouattara se rappelle de ce que je lui ai dit, quand j'ai dit que la fin de Ouattara sera pitoyable, quand j'ai dit que Gon Coulibaly ne verra pas les élections, et qu'on m'a insulté, si réellement sa tombe a pris feu, subhanallah, j'ai rien à dire à ce niveau. Alors, donc, la réalité, les Américains en Côte d'Ivoire, ils sont en train de plier bagages pour quitter le Niger et pour ouvrir leur base de drone en Côte d'Ivoire avec le souhait, la volonté, la bénédiction d'Alassane Ouattara. Donc, les Américains ont fait un premier coup. Vous vous rappelez, j'ai fait un direct sur ça. Les Américains ont dit, ils ont informé les autorités ivoiriennes qu'il y a une attaque, sinon des attaques imminentes des terroristes contre l'État de Côte d'Ivoire. Waouh! C'est pas bon. Ce sont les Américains qui ont dit ça. Des Américains. Donne-moi une seconde, je vois quelque chose. Ah, ok, d'accord. Alors, ce sont les Américains qui ont dit à l'État de Côte d'Ivoire. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une seconde. Ah, d'accord, je vois. C'est long. J'ai acheté un petit comment vous appelez ça là, un petit appareil là qui... Alors donc, les Américains disent que la Côte d'Ivoire sera attaquée. Il y a des attaques terroristes qui se préparent contre la Côte d'Ivoire. Alors Alassane Ouattara, il n'a pas d'autre choix. Alors Alassane Ouattara se trouve devant le fait accompli. Alassane Ouattara doit négocier avec qui? J'arrive. Restez en ligne. Donne-moi une seconde. Juste une seconde. Continuez de partager, je vous en prie. Alors, Alassane Ouattara, les Américains lui disent que incessamment la Côte d'Ivoire sera attaquée. Et Alassane Ouattara, évidemment, au regard de ce qui s'est passé au Burkina Faso, Alassane Ouattara, pour quiconque connaît Alassane Ouattara, c'est que Alassane Ouattara n'est pas du genre à demander pardon. Je vous envoie sur les 49 mercenaires qui ont été arrêtés au Mali. Il a fait croire qu'il était dans son droit. Il est monté même à la tribune des Nations Unies et puis il a bombé le torse et la poitrine à la tribune des Nations Unies et raconté sa petite vie devant le monde entier. Il n'a jamais reconnu son tort. Alassane Ouattara n'est pas du genre à demander pardon. Si vous le connaissez tel que je le connais, si vous le voyez gouverner tel que je le vois gouverner, alors vous allez savoir exactement ce que je dis. Il n'est pas du genre à demander pardon. Et il n'est pas du genre à accepter les pardons. Sinon, pourquoi ton ancien mentor, je peux le dire, Soro fut son mentor quand Soro était dans la rébellion. C'est Soro qui finançait sa politique. C'est Soro qui a financé une partie de sa campagne présidentielle face à Laurent Gbagbo. Et le même Soul Toussoul qui a été libéré, c'est le même Soul Toussoul qui a remis une valise d'argent à Alassane Ouattara quand Kibafouré Soro Guillaume était premier ministre de Laurent Gbagbo.
Ouattara ne peut pas dire le contraire, surtout sur les vies. Ces choses-là, on n'a pas besoin de mentir là-dessus puisque les personnes concernées vivent. Donc, Alassane Ouattara n'est pas du genre non seulement à demander pardon, mais à accepter le pardon. Il n'est pas du genre. Ce qui fait que le monde a été surpris avec la libération de Simon Gbagbo. Regardez bien en ce qui concerne Laurent Gbagbo. On dit grâce présidentielle, mais on ne parle pas d'amnistie. Il faut amnistier. Non. Alors que Gbagbo Laurent, on a menti sur lui. On viendra un autre jour sur ce chapitre-là avec des documents et des preuves à l'appui par rapport à la casse de la BCAO. Ça, je ne vais pas me fatiguer pour ça aujourd'hui. Donc, quand vous regardez Alassane Ouattara, il n'est pas du genre à se rabaisser. Il n'est pas du genre. Il est trop gonflé pour ça. Trop. Quand Ibrahim a saisi les armes d'Alassane Ouattara, on a dit la Côte d'Ivoire a donné les armes au Burkina. Je vous ai dit, vous êtes tous des menteurs. La Côte d'Ivoire n'a jamais donné d'armes au Burkina. Les armes, là, on connaissait leur destination. C'est Ibrahim qui a bloqué ça. Donc, Alassane Ouattara, il n'est pas du genre à faire ça. La seule fois quand c'était Bélanger, où il a failli faire un peu, et là encore, c'est avec la pression de Macron, il a appelé son petit, qu'il a insulté de tous les noms, comme poisson pourri, le petit Togolais là, il a appelé pour venir en Côte d'Ivoire. Ils ont dit, je lui ai dit, hé, hé, j'ai dit, hé, fort Yassibé, hé, petit Yassibé, hé, fort, pardon, tu es mon grand frère, c'est vrai, mais si tu mets ta bouche dans l'affaire de CDAO et puis AES là, tu vas gâter ton nom pour rire. Puisque le Mali savait que Alassane allait passer par l'AES, le Mali a déjà envoyé un message que le Mali allait passer, qu'Alassane allait passer par Fort. Donc, le Mali a envoyé un message à Fort, le Burkina, le Niger, tous ont envoyé, il dit, hey, faut rester à l'écart. On te respecte. Si tu ne veux pas te humilier, tu mets ta bouche dedans, on va pas te répondre. Donc, reste dans ton petit coin. Ce qui fait que, quand il a quitté la Côte d'Ivoire, il n'est jamais allé ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger pour demander le retour de ces pays-là au sein de la CEDEAO. Parce qu'il avait déjà reçu le message clair et net. C'était une perte de temps. Donc, aujourd'hui, les Américains disent, attention, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Et, Alassane Ouattara irait, les ados moutons, les stupides, là, au lieu de réfléchir, il dit, Soro est là-bas, c'est que c'est affaire de Soro. On dit Soro est terroriste. Donc, ils mettent tout sur Soro. Mais en réalité, pourquoi ils sont venus? Maintenant, je vais vous montrer avec l'aide de Dieu. J'espère pouvoir vous montrer les images. J'espère pouvoir le faire. On continue, on va aller. Donc, quand vous regardez, voilà, c'est là. Alors, donc Alassane Ouattara dit, je vois RTB, on dit lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Mais c'est archi faux, c'est pas vrai. Alassane Ouattara a peur. C'est la raison pour laquelle, ça fait quoi? 17 ans, non, il a fait combien? 10 ans? 10 ans? Il est dans son troisième mandat. Donc, troisième mandat, 10 ans, ça fait quoi? 13, 14 ans? Ça fait 13 ans, non? 13 ou 14 ans, ok? Pourquoi c'est maintenant qu'il se rappelle qu'il doit acheter des hélicoptères à la Chine? Vous vous rappelez, j'ai dit, Alassane Ouattara m'a appelé. Il dit, Keïta, il faut désamorcer la situation avant que mes hélicoptères chinois n'arrivent. Parce que si ça vient, ça va être compliqué. Et puis, j'ai dit, Ado, si c'est pour sauver, si c'est pour protéger les Ivoiriens qui sont mes parents, il n'y a pas de problème. On va t'aider. Mais tu es dans le faux. Ça, au moins, on te dit ça. Tu es dans le faux. Alors, on ne peut pas regarder un président et puis condamner tout un pays à cause de la bêtise d'un président. C'est pas possible. Ado a fait trop de bêtises. Alors, donc, ici, les Américains le disent, tu n'as pas de choix. Commence à normaliser tes rapports et avec le Burkina et avec le Mali, qui sont des pays frontaliers. Et ceux-là, ils se battent au quotidien contre les terroristes. Ils ont l'expertise, ils ont la maîtrise. Même si on n'est pas d'accord avec l'arrivée au pouvoir d'Assimi, du général et du capitaine,
il faut reconnaître que ces gens-là, ils ont une maîtrise totale et parfaite du combat qu'ils mènent contre le terrorisme. Ils ont acheté les armes dont ils ont besoin. Alors, vous allez voir un boucher, et puis le boucher, il va dans un supermarché. Le boucher sait quels sont les couteaux, les haches, les machettes dont il a besoin dans son travail de boucher. C'est pas ça? Maintenant, vous vous levez, parce que le boucher travaille pour vous. Vous-même, vous allez dans le supermarché, et puis vous voulez acheter des couteaux n'importe comment. Le boucher sait quel genre de couteau il a besoin, quel genre de hache et de machettes il a besoin pour tuer, dépecer et puis vendre sa viande. C'est pas ça? C'est la même chose avec nos soldats. Quand vous mettez un politicien à la tête, les politiciens, ils ont toujours des problèmes avec les militaires. Vous n'avez qu'à regarder les différents chefs d'état-major. Souvent, ils sont obligés d'accepter parce qu'ils ont été nommés par le président. Mais quand vous avez un président militaire qui connaît les armes dont il a besoin pour mener son combat, est-ce que vous croyez que les armes qu'il va acheter là, ce sont les armes que les politiciens vont acheter? Non. Ce qui explique cette relation, cette coopération fantastique et formidable avec ces 4 pays. Je dis 4 pays, oui. Je parle de l'Iran. Je parle de la Turquie. Je parle de la Chine. Je parle de la Russie. Qui sont les meilleurs partenaires qu'on pouvait rêver pour nous aider à mener ce combat. Quand je dis aider, il ne faut pas avoir peur des mots. Ils nous aident. C'est important. Là où ils nous aident. Pour acheter, je vous donne un exemple. Alassane Ouattara, il a passé la commande de 10 hélicoptères de combat, de surveillance, du transport de troupes, tout. La France dit, les 10, je ne suis même pas certain que tu aies tous les 10, mais je vais commencer la livraison dans 18 mois. La Russie dit, vous avez besoin de combien? On a besoin de 20 hélicos, 20 drones, 20 avions. Il dit, vous avez besoin de ça. Car, on dit, le plus tôt, il dit, bon, demain matin, la livraison commence. Voilà comment ils nous aident. C'est pas la même chose avec les Occidentaux qui planifient. Parce que celui qui vous vend un hélicoptère, oui, lui vous vend l'hélicoptère qui est monté. Mais il y a des logiciels, il y a le moteur, il y a ceci, cela. Quand vous regardez l'hélicoptère que vous avez, peut-être il y a 3 ou 4 pays qui ont participé à la mise en place de votre hélico. Mais la Russie dit, moi je m'en fous de tout ça. Puisque c'est nous-mêmes qui faisons tout ici, donc on vous donne tout ce que vous voulez. En un temps record. La Turquie, les drones, quel jour Ibrahim a passé les commandes? Il n'y a même pas 2-3 mois de cela, il disait qu'il y a des armes qui arrivent très bientôt, mais ces armes-là sont arrivées. Mais alors, Alassane Ouattara regarde l'AES, nous on a besoin d'hélicos, on a besoin de 20, les 20 arrivent le même jour. On a besoin de 30, les 30 arrivent le même jour. Il dit, mais pourquoi vous dites que vous êtes un partenaire et puis vous me dites 18 mois? Bon, maintenant même, Israël dit, bon, moi je vais te donner un peu, mais le reste là, ça va traîner. Israël donne 4, le reste là, il dit, je ne sais pas quand je vais te donner. Il se tourne vers la Chine. La Chine dit, ah, tu as besoin de ça quel jour? Il dit, bon, dans 2 jours là, tu auras tes avions. Est-ce que là, nos partenaires, ce ne sont pas des partenaires sincères et fiables? Alors, donc, regardez, premier élément. Alassane Ouattara achète. Il évite d'aller en Russie. Pourquoi? Parce que les Américains vont installer leur base de drones en Côte d'Ivoire. Si les Américains installent leur base de drones en Côte d'Ivoire, l'équipement russe ne peut pas entrer en Côte d'Ivoire, même si Ouattara en a besoin. Il y a des équipements de pointe. Seule la Russie peut vendre ça. Même la Chine n'en dispose pas. La Chine achète ça avec la Russie. L'Iran achète ça avec la Russie. La Turquie achète ça avec la Russie. Donc, c'est la Russie qui peut nous donner ça sans détour. Et si Alassane Ouattara a besoin de ça, il ne pourra pas l'avoir pour la simple bonne raison que les Américains présents en Côte d'Ivoire n'accepteront pas ces armes-là, cette technologie, au motif de pirater leur système d'information, leur système de communication. Vous commencez à comprendre un peu. Alors, ils disent, va acheter avec la Chine. Mais quand tu achètes avec la Chine, là, ce sont des hélicos que tu vas acheter. Les radars de surveillance. La Chine ne va pas te vendre ça. C'est la Russie. Les Américains ne te permettront jamais d'avoir ça. Les drones, il n'y a pas de problème. Tout le reste, c'est pas possible. Alors, donc,
Ouattara regarde, et puis en même temps, les Américains disent, bon, le seul conseil qu'on peut te donner pour le moment, c'est un conseil officieux. C'est un conseil en dessous de table. C'est un conseil pas officiel. Les terroristes sont à la porte. Et les Américains donnent ce jour-là, si vous vous rappelez bien, quand je faisais le direct sur la révélation des Américains, j'ai dit, mais pourquoi les Américains n'ont pas dit exactement de quel pays viendrait la menace? Allez-y prendre mon intervention et puis écoutez attentivement. J'ai dit, mais pourquoi les Américains n'ont pas dit à la Côte d'Ivoire de quelle chose, côté viendrait la menace? Vous vous rappelez, j'ai dit ça. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous poser la question d'où viendraient les menaces. Les menaces viendraient du côté du Burkina Faso. C'est pourquoi, dans la formulation de la demande de pardon, le ministre Téné Brahima, je vais vous laisser écouter le ministre Téné Brahima, le frère ou le fils d'Alassane Ouattara. Comme annoncé en titre, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire veulent davantage mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. À la demande de la partie ivoirienne, les deux ministres en charge de la défense se sont rencontrés hier à Niankoloko. Ils ont longuement échangé sur les relations entre les deux pays et sur la gestion de la frontière en période de crise. La rencontre est sanctionnée par un communiqué conjoint Draman Guéré. Pour les Rabat, ici le Burkina, et sur l'autre rive. Attention, je vais vous amener à faire quelque chose. Je vais vous amener à faire quelque chose, je vous en prie. Vous allez regarder. Vous allez regarder. Et en regardant de près, surtout en haut, vous allez voir les tireurs d'élite de l'armée burkinabé positionnés pendant que les deux ministres parlaient. Évidemment, ils ont eu un tête-à-tête, l'un des caméras, où ils ont aplani les divergences, tout. Mais au moment où ils faisaient leur communiqué, les deux, vous allez voir en haut, la maison dans le bâtisse dans lequel ils ont tenu leur réunion secrète. Vous allez voir les tireurs d'élite de Burkina Faso qui étaient postés. Donc ça veut dire que même à la demande de la Côte d'Ivoire, les gens sont restés sur leur garde. Ils n'ont pas entièrement confiance à la Côte d'Ivoire. Le dispositif militaire, le dispositif des tireurs d'élite en haut, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, je pensais que c'était facile, mais Ibrahim sait ce qu'il fait. Et félicitations au Burkina Faso, on va écouter. À Côte d'Ivoire. C'est dans cette frontière que la partie burkinabé vient accueillir la délégation ivoirienne. L'équipe est conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly. Le ministre délégué chargé de la sécurité et des chefs militaires. 9h35. La délégation ivoirienne est au rendez-vous. En tête, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, qui est à l'initiative de la rencontre. Comment ça va? Après l'accueil, direction la mairie de Niankoloko, conditionnée pour la circonstance avec une sécurité renforcée. Dès l'entame des travaux, les deux patrons de délégation se retirent pour un tête-à-tête d'au moins 1 heure. Puis, la plénière. Enfin, les deux pays se parlent après une brouille liée essentiellement à la gestion de la frontière, marquée par l'arrestation de soldats de part et d'autre. Le ministre ivoirien plante le décor. Cette rencontre que nous avons souhaitée, nous, partie ivoirienne, était très utile pour nous permettre de nous parler. Je voudrais donc, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, vous remercier, qui donc apporte son salut fraternel à son jeune frère, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, vous dire que le peuple qui sont de part et d'autre de ces frontières
sont des peuples qui ont pratiquement beaucoup de choses en commun. Nous avons en commun parfois la langue, nous avons en commun les cultures, nous avons en commun beaucoup de choses. Et pour ce faire, ces deux peuples doivent tout faire pour rester ensemble. C'est la raison de ma visite ici ce matin à Nyangoloko, pour que nous puissions nous parler. S'il y a des points d'achoppement, que nous puissions les régler, que nous puissions aller de l'avant. Les travaux démarrent loin des caméras. Plus de 6 heures d'échange, la rencontre accouche d'un communiqué conjoint paraphé séance tenante par les deux parties. Un communiqué gardé confidentiel, mais qui donne de l'espoir selon les deux ministres d'État. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Je vais m'arrêter là. Vous avez écouté le commentateur. Ils se sont mis en retrait près d'une heure, les deux ministres. Ils ont parlé, ils ont échangé, et puis ensuite, les deux délégations, les caméras se sont retirées, les deux délégations pendant 6 heures de temps ont discuté. Mais est-ce que vous croyez réellement que c'est juste lié à l'arrestation des soldats de part et d'autre? C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Une fois, dans ce genre de négociations, je vais vous faire une confidence, parce que je connais un peu comment ça fonctionne. Dans ce genre de négociations, en général, quand les caméras n'assistent pas, puisque j'ai eu la chance quand même de pouvoir mener ces genres de négociations aussi, il y a des choses que vous vous dites qui ne sortent jamais. Il y a des choses que vous vous dites il y a effectivement le motif évoqué, c'est l'arrestation des soldats. Mais n'oubliez pas que les Américains ont alerté la Côte d'Ivoire sur une possibilité d'agression terroriste sur le sol ivoirien. Alors, quand vous regardez l'AES, les pays de l'AES, on se bat, et quand le Mali, par exemple, prend en chasse les terroristes pour les neutraliser, et que les rescapés se dirigent vers le Niger, tout de suite, les forces armées du Niger font décoller des aéronefs et des drones pour éliminer le reste des rescapés qui cherchaient forcément à entrer au Niger. Donc, cette collaboration des trois armées, Mali, Niger, Burkina, cette collaboration fait que les terroristes n'ont plus de répit dans le Sahel. C'est vrai, les poches sont encore là, on ne peut pas dire qu'on a tout fini, mais force est de reconnaître que la collaboration des trois armées est en train de payer aujourd'hui. Et si les terroristes ne peuvent plus faire leurs bêtises dans le Sahel, j'ai dit cela, ça remonte à 3 ans, dès que Assimi Goïta avait pris le pouvoir, si je ne me trompe pas, c'est, oui, à peu près 3 ans et demi, 4 ans, je ne sais pas trop. J'ai dit que quand nous allons finir avec les terroristes, et là encore, je mets n'importe quelle personne au défi d'aller regarder, j'ai pas le mot en tête, mais ceux qui me suivent savent très bien. J'ai dit, quand nous allons finir avec les terroristes, j'ai dit, Alassane Ouattara, tu crois que les terroristes vont s'orienter vers où? Macky Sall, j'ai dit, tu crois que les terroristes vont s'orienter vers où? J'ai dit, vous serez les premières victimes. J'ai interpellé le Ghana. Ce jour, j'avais interpellé 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana. J'ai dit, les terroristes là ne vont pas vous échapper. Et le Ghana a commencé à faire face à ses premières attaques terroristes. Le Ghana, qui est resté un pays très loin, si je peux me dire, des actions terroristes. Mais le Ghana a commencé à enregistrer les premiers accros avec les terroristes. Les Américains disent que les terroristes sont sur le point de frapper la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux, c'est Dieu seul qui connaît. Évidemment, il y a eu une première attaque par rapport à Bassam, et puis après, il y a eu encore des attaques à la frontière, où les terroristes se sont attaqués aux soldats ivoiriens, je crois, à 2 ou 3 reprises, je ne sais pas trop. Mais cette fois-ci, là, selon les confidences, les Américains disent que ce sera une attaque de grande envergure. Donc, il faut sceller les frontières. Je répète, il faut sceller les frontières.
Et ils se disent que par le nord, le Mali, le Burkina, il y a une probabilité. Donc, si vous regardez, d'après la lettre des Américains, Alassane Ouattara a fortifié les frontières ivoiriennes, surtout avec le Mali. Ils ont positionné des blindés, des hélicos, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont renforcé véritablement la sécurité à la frontière. Bon, c'est l'argent du peuple ivoirien. Et nous ne pouvons que dire bravo. Si ça peut empêcher les terroristes de causer du tort à la population civile, nous ne pouvons qu'applaudir. Voilà. Donc, cette rencontre, comme vous l'avez entendu, c'est, dans un premier temps, c'est de chercher d'abord à renforcer la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans le cas d'une agression, que les forces armées burkinabées prêtent main forte aux forces armées ivoiriennes pour neutraliser les menaces, sinon la menace. Donc, quelque part, c'est comme si il allait dans cet esprit. Mais ce n'était pas l'objectif dévoilé. Quand les deux chefs de délégation se retirent, vous croyez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est tellement que la note verbale des Américains a été présentée au ministre d'État, ministre de la Défense du Burkina Faso. Voilà les raisons véritables. Nous avons intérêt à travailler ensemble, nous avons intérêt à collaborer. Parce que les terroristes sont en train de faire un glissement vers la Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, les terroristes, même s'ils sont idiots, ils sont bêtes comme un con. Ils se disent que la zone des trois frontières, ce n'est plus possible, c'est plus tenable. Donc, la reconquête des territoires, vous voyez tous les jours. Alors, il faut peut-être changer de stratégie. Il faut changer d'approche. Peut-être il peut vouloir venir du côté de la Côte d'Ivoire et puis essayer d'attaquer le Burkina. Ou venir du côté de Burkina, attaquer la Côte d'Ivoire. On ne sait pas quelle planification ils ont, c'est Dieu seul qui sait, c'est Dieu seul qui connaît. Mais, quand les deux se retirent, Téné Brahima montre à son collègue burkinabé, voilà la note verbale, voilà l'information que nous avons, voilà ce que nous avons, comment on appelle ça. Donc, voilà ce que nous avons, voilà ce que nous avons, voilà ce que nous avons. Il est bon que nous travaillions ensemble, il est bon que nous collaborions ensemble. Mais en même temps, nous savons aussi qu'ils ont une arrière-pensée. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous savons très bien que Alassane Ouattara ne collabore avec vous que quand la collaboration fait de lui le patron et vous le subalterne. Mais curieusement, au Burkina, c'est pas ce langage du grand patron et de l'employé. Non. Pendant combien de temps ça va durer, c'est Dieu seul qui sait. Mais en même temps, en renforçant cette collaboration, cette coopération avec comment vous le dites, cette coopération avec le Burkina Faso, en renforçant cette coopération avec le Burkina Faso, il y a quelque chose d'autre. On est véritablement attaqué, c'est pas vrai. Alors, vous savez, on était à peu près à 800, et de 800, il y a eu une chute à 300. Pati Sagada. C'est-à-dire que quand on monte, on veut frôler les 1000 et quelques, ça fait la deuxième fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait la deuxième ou troisième fois. Quand ça commence à monter, tout de suite, on casse le rythme. Je ne sais même pas si les chiffres qui sont là. Quand ça monte, on fait casser. Quand ça monte, on casse. Quand ça monte, on casse. Quand ça monte, on casse. Mais ils ont cassé, on est en train de remonter encore. Il faut casser. Donc, waouh, je ne savais pas que ce direct-là était un direct dangereux à tel point d'être attaqué à ce niveau. On est en train d'attaquer de 800 à 300. On était en train de monter à 800. L'autre, on était en train de monter, on avait frôlé les 900. Bon, je vois qu'on est descendu à 300. On monte ici encore, boum, je vois encore. Alors, Facebook me fait, c'est pas vrai, ça fait pitié. Troisième fois, merci. Donc, Keïta aussi important que ça. On est déjà à 600, on est en train de monter, ils vont couper encore. Patate.
Ah, Keïta Tchofo. C'est toi seul qui met Facebook. Pati Sagada. Alassane Ouattara. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut retenir cette collaboration. Que Chapuis dit qu'il va faire une enquête là-dessus, les non-dits. C'est pas pour rien, le président capitaine, il a choisi le ministre actuel de la Défense de Burkina. C'est pas pour rien, Ibrahim l'a choisi. C'est un homme intègre. C'est un homme de confiance. Et en voulant se rapprocher de Burkina, Alassane Ouattara, dans sa petite tête qui tourne, il pense que cette collaboration va permettre, parce que vous allez voir dans les jours, dans les semaines, les mois qui viennent, vous allez voir, ils vont demander de recevoir dans le cadre de la lutte. Il faut que des officiels, des officiers de l'armée ivoirienne viennent au Burkina. Il faut qu'ils travaillent ensemble sur un plan commun de lutte. Mais ceux qui vont venir, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des agents doubles qui seront infiltrés dans ceux qu'ils vont faire venir au Burkina. Si encore le capitaine accepte. Et parmi eux, il y a des agents du renseignement ivoirien. Qu'une fois arrivés au Burkina, ils vont se fondre dans la nature pour chercher à localiser Sorobio. J'ai pas fini. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Je dis, dans quelques jours, semaines, mois, vous allez voir qu'ils vont demander au Burkina de commencer à avoir des échanges pour renforcer les deux frontières. Et les officiers de l'armée ivoirienne qui vont envoyer, comme on a vu en Côte d'Ivoire, au Mali, les mercenaires qu'ils ont envoyés, les maquiller comme étant des soldats ivoiriens, alors que c'est faux. Donc, les officiers qui vont venir, soi-disant pour travailler par rapport à un plan d'action pour sécuriser les frontières, vous allez voir que il y a 2 ou 3, chaque fois qu'ils vont faire venir des officiers de l'armée ivoirienne, ils vont infiltrer des agents de renseignement ivoiriens dedans. Donc, quand ils auront infiltré suffisamment le Burkina Faso, chaque mission, il y a un qui disparaît. Chaque mission, il y a un qui infiltre. Quand ils auront suffisamment d'éléments sur le terrain, ils vont commencer à traquer Sorobio encore comme ils l'ont fait. C'est là que nous voulons demander à Ibrahim de ne pas rentrer dans le jeu de Ouattara. Sinon, si quelque chose arrive à Sorobio, il sera le seul responsable à assumer l'entière responsabilité. Ouattara n'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance. Si Ouattara veut saisir cette opportunité pour infiltrer le Burkina Faso de ses agents. Et c'est ce qu'il recherche. Merci à toi, Clembé. C'est ce qu'il recherche. Il va infiltrer. Ils vont envoyer des officiers. On va travailler sur des plans de sécurisation conjoints des deux frontières. Mais que le Burkina n'oublie pas qu'il est dans une alliance et qu'il est en train de sécuriser. C'est vrai que le Burkina a une frontière avec la Côte d'Ivoire, le Mali a une frontière avec la Côte d'Ivoire. Mais que le Burkina fasse très 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 attention à la duplicité d'Alassane Ouattara, à la fourberie d'Alassane Ouattara, à la tromperie d'Alassane Ouattara. Parce qu'il veut chercher une opportunité pour infiltrer le Burkina des agents les plus hautement qualifiés. Des agents qui ont été formés par le Mossad, des agents qui ont été formés par le M16, M6 ou M16 a de choses comme on appelle ça, des Anglais, parce que ce sont les plus dangereux, le Mossad et puis les Anglais, leur service de renseignement. Et c'est eux là qui va faire, il va passer par le Burkina dans le cadre d'une coopération militaire pour sécuriser les différentes frontières et puis faire infiltrer des gens. C'est là que, parce que des gens vont venir dans la délégation. Et aujourd'hui là, personne ne peut dire au Burkina, voilà le nombre exact. Personne ne peut dire aujourd'hui au Burkina, voilà le nombre exact d'officiers supérieurs de l'armée ivoirienne qui ont composé la délégation qui allait rencontrer le ministre. Personne.
Parce que vous oubliez une chose. Quand ils arrivent avec beaucoup de véhicules, il y a ceux qui descendent du véhicule et il y a ceux qui restent à l'intérieur du véhicule. Et comme tout le monde sera focalisé sur la rencontre, donc très peu vont prêter attention à ceux qui sont restés dans les véhicules officiels ivoiriens. Et ces véhicules-là, quelqu'un peut ouvrir et puis se fondre tout de suite. Il est en civil, il se fond tout de suite dans la masse et puis c'est fini, il est parti. Comment vous allez le retrouver? Donc, même cette délégation-là, certainement qu'il y a eu encore... C'est pourquoi moi je le dis, parce que c'est des choses que j'ai suffisamment étudiées. C'est des systèmes que je connais suffisamment. Vous faites venir plus de personnes que ce que vous déclarez. Et quand vous arrivez, il y a des gens qui ont des missions, et ils restent dans les véhicules, ils ne sortent pas. Est-ce que les Burkinabés vont dire, on va les fouiller dans tous les véhicules pour voir ceux qui sont restés? Non. La diplomatie, c'est vous qui avez accepté, vous ne pouvez pas faire ça. Ceux qui restent dans les véhicules, qui vont sortir après, c'est des spécialistes, c'est des professionnels. Ils regardent la moindre petite erreur. Quand vous baissez la garde nette, lui, il est sorti, c'est fini, il est rentré. Personne ne peut dire avec certitude si il n'y a pas eu des gens qui ont infiltré le Burkina. Personne. Personne. Donc, c'est pourquoi moi je dis au sein de l'AES, merci, il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Alassane Ouattara a double mission. La première mission d'Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que le Sénégal ne sorte jamais du franc CFA. Ça, c'est pourquoi Macron est prêt à adouber la 4e candidature d'Alassane Ouattara. Soyons honnêtes. Macron est prêt à accompagner Ouattara pour cela. Macron est prêt à aider Ouattara pour ça. Pour ne pas que le Sénégal sorte. J'ai fait un direct assez explosif là-dessus. Vous pouvez retrouver tout ce que j'ai dit. Donc, le Sénégal aujourd'hui donne des nuits blanches à la France. Est-ce que le Sénégal va sortir? Si le Sénégal sort, c'est fini pour le CFA. Donc, Ouattara est là pour empêcher ça. Alors, vous allez voir que si Ouattara maintenant arrive à consolider sa frontière avec le Burkina Faso, Ouattara va commencer à s'orienter vers le Sénégal. Ils vont commencer tout de suite à regarder du côté du Sénégal. Ça, c'est la première mission de Ouattara, faire en sorte que le Sénégal ne sorte jamais du franc CFA. La deuxième mission, c'est de faire en sorte que ces pays-là qui ont décidé de quitter la CEDEAO ne quittent pas la zone UEMOA. Donc, faire en sorte que ces pays-là restent dans l'UEMOA. Ça, c'est la deuxième mission que Macron lui a accordée. C'est ce qui justifiera justement son 4e mandat. Vous allez écouter Chris Yapi va faire son enquête. Ça va sortir forcément. Mais moi, je vous donne la puce. Je vous donne l'information avant Chris Yapi. Ce sont les deux missions d'Alassane Ouattara. Empêcher que l'AES sorte du franc CFA. La CEDEAO s'est déjà confirmé. Ça, ils le savent. Il n'y a pas de retour en arrière. Et puisqu'il y a l'écho de notre monnaie, l'écho de notre monnaie, les échos sont un peu partout. Quand on a fait notre monnaie, on a fait notre monnaie. Donc, il faut faire en sorte que... C'est pourquoi aujourd'hui, regardez bien, quand le Mali sort sur le marché de la zone UEMOA, le Mali va rafler. Quand le Mali dit, OK, je vais chercher un exemple, 5 000, je vais chercher 1000 milliards, par exemple, d'emprunts sur le marché de l'UEMOA. Au lieu de 1000 milliards, le Mali gagne 2000 milliards. Ou souvent 3000 milliards. Tout récemment, j'ai vu, le Mali sort pour 1000 milliards, le Mali a 3000, 4000 milliards. Mais vous connaissez c'est pourquoi. Aujourd'hui, là, toutes les portes qu'ils avaient fermées, là, ils sont obligés d'ouvrir ces portes et même de faire des faveurs. Même la banque d'investissement de la CEDEAO, elle est prête à accompagner. Elle veut aider pour ne pas qu'on sorte du franc CFA. C'est la même chose. Ce que je dis du Mali, c'est la même chose pour le Burkina, c'est la même chose pour le Niger. Quand on va sur le marché qu'on appelle le marché obligataire de l'UEMOA, quand on émet des bons sur le marché de l'UEMOA, mais on rafle le marché. C'est des choses qu'on n'était pas en mesure de faire il y a des mois en arrière. Mais aujourd'hui, quand on va sur le marché de l'UEMOA, c'est comme si nous sommes les seuls pays de l'UEMOA. On rafle tout. On nous donne tout à l'AES pour la simple raison qu'on ne veut pas qu'on sorte. Mais c'est un jeu que nos présidents ont compris, c'est un jeu que nos ministres
de l'économie et des finances ont compris. C'est un jeu que nos premiers ministres ont compris. C'est un jeu que nous comprenons parfaitement. On est en train de nous amadouer pour nous empêcher de sortir. Donc, c'est ça, une des missions d'Alassane Ouattara, nous empêcher de sortir et maintenir le Sénégal dans le franc CFA. Comment il va le faire? Je ne crois pas qu'il sera en mesure de le faire. Comment il va le réaliser? Je ne sais même pas s'il sera en mesure de réaliser quoi que ce soit. Donc pour nous, c'est une réalité. Alors, donc, cette histoire de Burkina, Côte d'Ivoire, à la demande de la Côte d'Ivoire, je demande aux autorités burkinabées de ne pas baisser leur garde dans ce qui concerne la frontière ivoirienne. Et de faire très attention chaque fois que la Côte d'Ivoire va demander comment on appelle ça, une coopération bilatérale pour renforcer la sécurité autour de nos frontières. Il y a un double objectif dans tout ce qu'Alassane Ouattara fait. Il n'y a rien de gratuit dedans. Si vous connaissez Ouattara, vous allez croire à tout ce que Keïta dit, même dans votre plus profond sommeil. Si vous connaissez Ouattara, vous n'allez pas vous amuser à Ouattara. Ouattara est très dangereux et très vicieux. Il vient avec l'esprit de la sécurité, mais c'est pas la sécurité. Guillaume Soro est la victime. Je vois là que Téné Brema Ouattara vient de confier, je vais lire ça rapidement, vient de confier à son acolyte Alpha Bari, Guillaume Soro, c'est fini. Vous avez entendu? Guillaume Soro, c'est fini. Ça, c'est à quelques heures, juste après qu'il soit rentré du Burkina Faso. Donc, ce que j'étais en train de dire là, est-ce que ça a un sens pour vous maintenant? Est-ce que ça a un sens pour vous? Quand je dis qu'ils sont en train de voir s'ils peuvent infiltrer le Burkina avec les meilleurs éléments de renseignement qu'ils ont, chercher à localiser Soro Guillaume. Alors, pourquoi c'est de son retour du Burkina Faso qu'ils cherchent à liquider Soro Guillaume? Le même Soro Guillaume qui a appelé Alassane Ouattara, qui a parlé avec Alassane Ouattara. Alors, à peine il parle avec Alassane Ouattara et le frère ou le fils d'Alassane Ouattara veut le liquider. Posez-vous cette question. Pourquoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? C'est totalement surprenant la confidence que le sordide Téné Brema Ouattara vient de faire à son sulfureux ami Alpha Bari. Vous avez compris? C'est absolument surprenant. Oui, pour Chris Yapi, c'est surprenant, mais pour Keïta Chekouba, ce n'est pas surprenant. Je m'y attendais. Cette rencontre à la frontière, Téné Brema a infiltré des agents. Donc, j'interpelle le gouvernement burkinabé de doubler, redoubler, tripler, quadrupler, millier-pler, si c'est possible, la sécurité autour de Soro Guillaume. Personne ne sait où il est. Si Soro m'entend, qu'il fasse très attention. Parce que Téné Brema n'a pas encore digéré. Il veut absolument liquider. Mais alors, le fait que je vous ai dit tout à l'heure que la tombe d'Amadou Gon Coulibaly a pris feu, Alassane Ouattara, c'est pas son problème. Parce que Ouattara lui-même, il sait qu'il est déjà promu pour l'enfer. Il sait qu'il y a une place dorée qui l'attend à l'enfer. Donc Ouattara, il s'en fout. Son fils ou son frère Téné Brema, il sait aussi qu'il n'y a rien. Il ne va pas échapper. Alors, vous ne pouvez pas tuer et croire que vous allez mériter le paradis de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ils sont tous convaincus dans le clan Ouattara qu'ils sont tous désormais voués à brûler en enfer. Donc, avant d'y arriver, ils vont détruire le maximum de vie. Bon, ça c'est Téné Brema. Tu peux décider de vouloir liquider quelqu'un, mais est-ce que Dieu sera toujours d'accord que tu liquides les gens? Tu as liquidé Ahmed Bagayoko parce que Ahmed Bagayoko, c'était tout à fait... En tout cas, Dieu même avait lâché Ahmed Bagayoko là il y a longtemps. Ton papa ou ton frère a liquidé Gon Coulibaly. Il y a longtemps, Dieu avait lâché Gon Coulibaly. Amadou Soumaoro, il y a longtemps, Dieu avait lâché Amadou Soumaoro. Kone Mamadou, le gars du Conseil constitutionnel qui est mort avant-hier, là, Dieu l'a lâché il y a longtemps. Donc, tous ceux qui autour de Ouattara qui meurent là, Dieu les a lâchés il y a longtemps. Est-ce que Dieu a lâché Soro pour dire que vous allez filer à lui? Est-ce que sa vie est entre vos mains? C'est pourquoi j'interpelle encore nos autorités au niveau de l'AES de redoubler de vigilance parce que Téné Brema est un criminel sanguinaire sans foi des lois. Soro est venu se confier à vous, Monsieur le Président. Non, Dieu n'a pas lâché Ouattao, même si la vie de Ouattao était un peu
Ouattao, pour lui, c'était déjà chose. Hein, il a été assassiné, tout le monde sait. Parce que pour toucher à Soro Guillaume, il fallait d'abord liquider Ouattao. Je ne dirais pas que Dieu l'a lâché, mais son jour était arrivé. Mais quand vous regardez la fin d'Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro, tous les autres là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec Ouattao. Alors, donc, nous demandons à nos autorités de l'AES de redoubler de vigilance, pas seulement pour Soro Guillaume, mais pour Alassane Ouattara, parce qu'il a commencé à infiltrer nos États de ses agents doubles. Nous demandons à nos présidents de renforcer la sécurité, parce que la Côte d'Ivoire a fait quelque chose aujourd'hui, et ça, c'est à cause de Soro Guillaume. C'est passé sous silence. Je ne sais pas si Plucheri Balé en a parlé. C'est le dernier point de notre entretien du jour. C'est la loi qu'ils ont votée à l'Assemblée nationale sur la surveillance. L'État de Côte d'Ivoire a obtenu de l'Assemblée nationale de surveiller tout le monde. Le motif, c'est de contrôler la communication avec les terroristes. Dans tous les cas, ils le faisaient avant de façon illégale. Maintenant, ils ont légalisé les surveillances. Donc, vos communications en Côte d'Ivoire sont écoutées et surveillées par Alassane Ouattara. Que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez maire, qui que vous soyez, officier, sous-officier, soldat des rangs, tout le monde désormais en Côte d'Ivoire a été placé sous écoute. La loi a été votée par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, tous les Ivoiriens seront écoutés. Je ne sais pas comment Gbagbo, comment lui et ses hommes ils vont le faire, mais c'est la décision du gouvernement ivoirien d'espionner tout le monde. Donc désormais, le gouvernement espion de l'État de Côte d'Ivoire s'est donné pour mission d'écouter tous les Ivoiriens, d'espionner toutes les communications téléphoniques. Tout. Alors, quand Téné Brahima, à qui profite le crime? Vous n'avez qu'à regarder Ouattara et son fils, Téné Brahima. Si vous ne le savez pas, les Ivoiriens, je vous donne l'information. Tous les Ivoiriens, c'est pourquoi vous devez partager au maximum. Désormais, vous êtes tous espionnés par Téné Brahima Ouattara. Vous serez tous écoutés, que vous le vouliez, que vous ne voulez pas. Vous serez tous écoutés. La seule façon aux Ivoiriens, si vous avez un peu de moyens, achetez les téléphones Huawei. Les téléphones russes, chinois, pardon. Huawei. Vous voulez pas être espionné? Ça, c'est... Non, c'est pas ça. J'ai le dernier Huawei qui est avec moi. C'est vrai que ça coûte cher, mais achetez Huawei si vous voulez pas t'écouter. Si vous avez des communications, faites vos communications avec Huawei. Quel que soit le système qu'ils vont implanter en Côte d'Ivoire, ils ne pourront jamais intercepter vos communications. Il y a des paramétrages que vous devez juste... quand vous achetez votre téléphone, il y a des paramétrages que vous devez faire, c'est tout. Vous le faites avec votre téléphone, c'est terminé. Ils vont vous faire... Ils vont vous... Bon, si vous êtes citoyen là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais un ministre qui a un téléphone Huawei, ils vont lui dire, mais pourquoi tu utilises ça? Parce que dans tous les cas, il y a des téléphones de fonction. Donc les téléphones de fonction qu'on leur donne, c'est des téléphones qu'on peut pirater la communication. Mais là, vous êtes libre d'avoir 2 ou 3 téléphones. Moi, actuellement, j'ai à peu près 4 ou 5 téléphones personnels que j'utilise. J'ai 2 Pro Max, les derniers Pro Max. J'ai les 2. Et puis quoi encore? J'ai un Huawei. Et puis j'ai 2 Samsung. Bon, Gaussou, lui et Sama, ils ont tous 2. Donc moi, je m'en fous. Pour que tu puisses pirater ma communication, il faut que tu te réveilles tôt le matin. Parce que pour ma communication, c'est Huawei que j'utilise. Malgré les Pro Max avec leur prix exorbitant, c'est pas celui que j'utilise, c'est les Huawei que j'utilise. Le dernier Huawei. Il faut te réveiller matin, mon ami. Pour que tu pirates ça, il faut que tu as fait comme ça d'abord, avant de pirater ça. Donc, les Ivoiriens, je fais pas la promotion de Huawei, hein, mais pour votre confidentialité, je vous propose d'acheter des téléphones Huawei. Vous pouvez avoir des iPhones, vous pouvez avoir des Samsung. Samsung, voilà, là, c'est même pas la peine de vous fatiguer. C'est le téléphone le plus vulnérable au monde. Même iPhone, il y a 1000 fois mieux que Samsung. Donc, je vous encourage même pas à acheter Samsung. Si vous l'avez, utilisez-la pour autre chose, même pour des communications. Ou bien vous achetez les téléphones avec un bouton dur, là. Les téléphones qui n'ont pas Internet, là.
Les téléphones, il y a des petits téléphones comme ça, on vend à 6 000, 7 000. Quand c'est trop cher, c'est 15 000. Original, je crois, original, c'est 15 000. Les copies, là, c'est 5 000, 6 000, 7 000. Original, je crois, l'original, c'est des petits. Achetez ça. Si vous avez ça, là, hein, ce téléphone, on ne peut jamais le pirater. Je crois que c'est techno. Les petits téléphones avec un bouton dur, là. 10 000 ou 15 000, là. Achetez ça pour vos communications. La batterie dure comme c'est pas permis. Vous chargez là, la batterie peut faire 5 jours avec vous. Si vous avez ça là, personne ne peut vous pirater. Ça dit, chacun doit avoir au moins 2 téléphones. Pour vos communications, prenez des téléphones simples qu'on ne peut pas pirater. Voilà, Itel, merci beaucoup, c'est ça, Itel. Vous faites Itel ou Techno là, vous prenez. Parce que Ouattara a décidé d'écouter tout le monde. Ouattara va écouter tout le monde. Et surtout les amis de Soro Guillaume là. Je vous en prie, si vous avez un peu d'argent, achetez plein de Itel. Quand vous faites parler avec un Soro, ne vous jetez. Hein? Pour ne pas qu'on arrive à vous géolocaliser. Aujourd'hui, c'est 10 000. Oh ben 10 000, c'est pas beaucoup. Vous achetez 5. Et puis vous gardez. Quand vous utilisez un, vous enlevez votre puce. Vous ne les jetez pas un, vous laissez à côté. Vous mettez dans un autre. C'est-à-dire vous le changez. Les gens ne sauront pas quel téléphone vous utilisez. Ils vont s'emmerder et puis vont vous laisser tranquille. Vous ne pouvez pas accepter ça parce que ça veut dire quoi tout ça? Alors, quand Ouattara fait passer une loi pour espionner toute la Côte d'Ivoire, vous croyez réellement que Ouattara va quitter le pouvoir? Vous croyez qu'en 2025 il va partir? Je ne crois pas. Il sait ce qu'il fait. Ouattara sait ce qu'il fait. On peut pas. Moi personnellement, je dis aux Ivoiriens, soyez déterminés. Soyez déterminés. Le combat, c'est vrai que ça va être dur, ça va être difficile, mais l'objectif, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de gloire dans une victoire si on n'a pas mené le combat pour gagner la victoire. Comme Sankara le dit lui-même, l'esclave qui ne peut pas se battre pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le peuple sénégalais s'est battu. Aujourd'hui, nous avons des panafricains au pouvoir. Je crois, vous avez vu la victoire des panafricains. Non, pas. J'ai dit non, je suis en train de travailler d'abord. Donc, il veut allumer la clim alors que il y a trop d'appareils qui sont connectés sur le groupe. S'ils allument le clim, lui seul, il fait à peu près 4 à 5 caviars. Si avec 5 frigos qui sont connectés en même temps, vous mettez, ça va tout de suite sauter, le groupe va s'arrêter. Donc, il faut attendre. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut faire beaucoup attention. Parce que ce qui se joue en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand vous regardez la victoire de Diomaye et de Sonko, et cela a donné de l'appétit à qui? À Kémi Séba. Kémi Séba, vous l'avez écouté, il veut être candidat au Bénin. Donc, le panafricanisme, ce n'est plus parler. Il veut être candidat. On ne dit pas à Nenko, vous allez gagner. Ousmane Sonko, c'est sa deuxième tentative. La première tentative en 2019, il n'a pas gagné. Et c'est la deuxième là qu'il gagne avec son poulain comme président. Kémi, peut-être, il peut gagner en un coup, comme il peut aller au deuxième, mais il faut que les choses changent véritablement. Alors, par rapport à ce qui va se passer au Sénégal, est-ce que vous croyez réellement que la tâche sera facile pour Kémi Séba? Pas du tout. Ce ne sera pas facile. Alors, vous avez écouté au début de notre intervention, on a fait passer le message d'Amsa. Le Damsa, comme je l'ai dit, hein, on a déjà, pour ceux qui ont passé leur commande la semaine dernière et pendant le week-end, toutes les livraisons ont été faites à la date d'aujourd'hui. Et j'ai vu que certains demandaient leur posologie. Évidemment, vous n'avez qu'à demander à mon neveu Ahmed, qui est chargé de la livraison, il a toutes les posologies. Alors le Damsa, beaucoup de questions reviennent toujours. Est-ce que le Damsa peut réellement guérir du VIH-Sida? Oui, le Damsa
peut vous guérir complètement et totalement du VIH-Sida. Le cancer, trompe au boucher, prostate, kyste, les gens vont faire des opérations de prostate. Est-ce que nous allons leur dire de ne pas faire ça? Pas du tout. Mais nous vous disons tout simplement que nous avons le produit pour vous guérir complètement de façon naturelle de votre prostate. Vous avez des fibromes, vous avez des myomes, vous avez des kystes, vous avez le cancer, l'insuffisance rénale, vous avez la drépanocytose, l'anémie, vous avez des problèmes de vision, des troubles de vision, vous avez des problèmes d'érection, c'est-à-dire vous avez des difficultés, des troubles, des dysfonctionnements au niveau sexuel, je parle des hommes, et vous avez des infections au niveau de, comment on dit, les maladies sexuellement transmissibles, les infections. Ça peut être infection urinaire, ça peut être infection de l'utérus, ça peut être infection vaginale, ça peut être infection au niveau des hommes. Il y a tellement de nature, tellement de sortes d'infections. Nous avons, aujourd'hui, si la plupart de toutes les personnes qui sont en train de recevoir le produit, ou du moins qui ont fait les dernières commandes, vous avez vu que j'ai commencé à grouper certaines pathologies. Il y a des pathologies dont un seul traitement peut vous gérer. Ça ne sert à rien de vous facturer chaque pathologie. Alors, si je me rends compte que les pathologies que vous citez, 2 ou 3 peuvent être soignées par un seul produit, je mets les 2 ou 3 dans le même panier et puis je vous donne le prix du produit. On ne va pas multiplier par 3, mais c'est le seul produit que vous allez payer pour 2 ou 3 traitements, en fonction des pathologies. Donc, quelle que soit la nature des pathologies, vous avez des troubles de sommeil, l'insomnie, vous avez manque d'appétit, vous êtes obèse, vous voulez maigrir un tout petit peu, vous voulez raffermir aussi le tissu cutané. Le 12 qui régénère la cellule vous donne vraiment, à ne pas vous mentir, vous n'avez qu'à regarder Keita pour vous rendre compte de l'efficacité du DAPSA, surtout le 12. Moi, je fais la combinaison du 12, du 14, du 12S, et puis du 16, du 6, enfin, toute une panne, à peu près 5 à 10. Je ne vais pas vous dire de faire la même chose, mais si vous avez déjà le cocktail du 12 et du 14, c'est un grand pas, c'est un grand bond. Parce que le 12 qui régénère, qui nettoie, qui booste le système immunitaire de défense, le 14 qui guérit vraiment un éventail assez élargi de pathologies. Okay. Le VIH-Sida, évidemment, le traitement, c'est le 12S, et puis l'anémie et la drépanocytose. Là, les 3 là, VIH-Sida, anémie, drépanocytose, il y a un seul traitement qui traite tous les 3. Tout ce qui est lié au sang, c'est le 12S. Maintenant, pour nettoyer, régénérer, renforcer votre système immunitaire de défense, ça c'est le 12. Maintenant, les maladies chroniques, courbatures, douleurs dorsales, neuromusculaires, courbatures, migraines, maux de tête. Le 14, combiné au 12, peut vous aider énormément. Et les femmes qui avaient des trompes bouchées, kystes, fibromes, tout ce que vous pouvez imaginer, donc on peut vous aider. L'ovulation aussi, quand c'est compliqué, Dieu merci, on a fait nos preuves. On a des dames qui n'avaient jamais connu d'enfantement, qui n'ont jamais même fait de fausse couche après avoir utilisé nos produits. Ces femmes-là sont tombées pour la première fois enceintes, malgré des années de mariage ou de vie en couple, elles n'étaient jamais tombées enceintes. Mais les hommes aussi, je vous encourage, s'il vous plaît, pas forcément, oui, souvent aussi, il y a des hommes qui ont des problèmes de spermatozoïdes. D'abord, le spermatozoïde qui est produit n'est pas en quantité suffisante. Et puis, c'est des spermatozoïdes qui sont nonchalants, qui sont malades. Donc, vous savez que les spermatozoïdes, c'est des millions, c'est la course, hein. Ils font la course de vitesse. Donc, le premier à arriver, hein, c'est lui qui devient enfant. Mais la plupart, il y a des hommes, leurs spermatozoïdes n'arrivent même pas. C'est-à-dire, avant d'arriver là, c'est fini, ils sont tous morts. Donc, souvent, on accuse la femme, elle est stérile, mais toi-même, tes spermatozoïdes, ne peuvent même pas arriver au niveau de la femme. Un coup de route, et tout se meurt. Donc, voilà, on a un traitement pour les vitaliser, pour augmenter la production, faire, voilà, comme ça, quand ils sortent, c'est des milliards de spermatozoïdes qui sortent en même temps. Il y a au moins 2 ou 3 qui vont arriver. Ça, c'est sûr. Le DAPSA.
Donc, si vous êtes intéressé, je vous en prie. On est toujours en promo, hein. On est toujours en promo, c'est Keita, donc c'est le 72, indicatif c'est le 223, c'est le 72, 77, 47, 88. Je répète, c'est le 72, indicatif c'est le 223, 72, 77, 47, 88, 72, 77, 47, 88, indicatif 223. Je vous en prie, ne venez pas déjà, parle-moi de ton produit. Parle-moi de ton produit, c'est pas possible. Venez avec des besoins spécifiques, avec des pathologies précises, avec des préoccupations précises. Un message précis et détaillé, pas vraiment un message historique, mais précis et détaillé pour que je vous apporte les réponses appropriées. Donc, je reste à l'écoute. Voilà. Donc, alors, nous disons aussi infiniment merci à Fatoumata Bathily Dieng, à son mouvement Bicom, pour le travail extraordinaire qu'elle fait jour et nuit pour accompagner la transition, l'exceptionnel travail de Fatoumata Bathily, et puis l'accompagnement de la transition à travers tout ce qu'elle fait. Donc, évidemment que le mouvement Bicom, comme je l'ai dit, par rapport à son caractère social, n'est pas concerné par cette loi, n'est-ce pas, qui interdit les activités politiques, puisque les activités d'Abicom, ce ne sont pas des activités politiques, mais des activités à caractère social. Donc, c'est dans le social. Donc, nous continuons d'encourager cette dame-là à faire beaucoup plus, à soutenir. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va décider de se présenter, mais en tout cas, elle a la bénédiction du peuple malien. Si un jour, elle décide d'être candidate dans sa région de Caille. Alors d'ici là, portez-vous bien, on garde le contact. On a été sérieusement beaucoup attaqués, je vous en prie. Soyez le relais. Merci infiniment Bathily pour la promptitude. Merci infiniment mon frère. Je vous en prie, soyez le relais. Soyez cette main tendue vers les autres. Partagez au maximum pour que les gens puissent recevoir. Que les nouvelles personnes n'oublient pas de s'abonner à la page Cheikh Oumar Keita, Facebook et Keita Cheikh Oumar et YouTube. Merci infiniment, on garde le contact et à très bientôt.